Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être présent ce soir pour notre sixième conférence des rendez-vous climat d'Antea Group. Nous avons eu le plaisir de recevoir au fil de ces conférences Jean Jouzel, premier intervenant, Laurent Bopp, Florence Abetz, Gonéry Le Causanet, Alain Dupuis et Xavier Imbel, et à chaque fois avec ce souci de partir du niveau le plus global, l'échelon planétaire, pour descendre à quelque chose de plus local et terminer dernièrement par les solutions que nous pouvions déployer. Nous avons ce soir un regard un tout petit peu différent. On a beaucoup évoqué les sujets d'eau, les sujets de sol, sur lesquels les compétences d'Antea sont largement présentes. Nous allons avoir ce soir un regard un peu différent, bien que très proche. Nous allons parler de biodiversité. Et pour cela, eh bien, c'est M. Philippe Grandcola qui va nous rejoindre, qui est sur scène à mes côtés et qui va intervenir durant ces 3 quarts d'heure pour nous présenter les enjeux de la biodiversité, les impacts aujourd'hui liés au changement climatique, mais pas seulement, ce qui est en train de se passer à l'échelon planétaire, qui est pris en compte, peut-être insuffisamment, et ça va être l'objet de tout ce développement. Je vais tout de suite laisser la parole à Philippe Grandcola pour vous dire, peut-être tout d'abord, qu'il est directeur adjoint scientifique au CNRS en charge de l'environnement et de l'écologie. Et j'aurai un petit mot parce que ça prend tout son sens aujourd'hui. Vous avez une mission particulière au CNRS. Vous êtes en charge de la médiation et de la diplomatie écologique. Et je crois qu'on aura un certain nombre de questions sur ce sujet dans la phase qui va suivre votre intervention. Tout de suite, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette introduction et pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous parler de diversité du vivant, autrement dit de biodiversité. Alors, on va le voir, on vit dans un seul monde, bien sûr. Il n'y a pas d'un côté le climat, de l'autre côté les êtres vivants. Les deux forment un ensemble. Malheureusement, cet ensemble ne va pas si bien que cela. Et aujourd'hui, on est dans une situation, on pourrait dire, de crise où on doit trouver des solutions. Il y en a. Et on va voir comment les utiliser. Alors juste un petit mot sur, vous voyez, sur ce petit schéma en bas avec ces barres de couleurs. Vous avez déjà vu les barres du climat, hein, avec la température moyenne qui évolue en hausse. Et ici, on est en fait sur une vingtaine de milliers de populations qui sont suivies, la plupart du temps des grands organismes qui sont mieux connus. Et ce suivi permet de voir également qu'on a globalement un déclin, même si certaines espèces se mettent à pulluler. Par exemple, le sanglier en France, il n'est pas en phase d'extinction, hein. Par contre, il y en a d'autres, des oiseaux communs, des insectes dans des milieux agro-industriels, par exemple, qui diminuent drastiquement dans leurs effectifs. Donc voilà, c'est une représentation qui a été faite d'ailleurs par un écologue anglais, hein, qui a eu beaucoup de succès parce que quelque part, elle fait un peu écho à ce que l'on connaît aujourd'hui sur le climat. Et justement, en fait, il y a une différence d'appréciation dans nos sociétés occidentales sur le climat et la biodiversité. La crise du climat, là, par exemple, vous voyez une étude qui date de quelques années où on voit en fait ce qui concerne la biodiversité en vert ici et puis ce qui concerne le climat en brun. Dans les médias, on parle beaucoup plus du climat qu'on ne parle de biodiversité. Alors pour des raisons assez compréhensible, hein. Vous avez tous entendu parler du GIEC depuis des années. La plateforme équivalente pour la biodiversité, l'IPBES, IPBES, comme certains l'appellent, en fait, on en entend très peu parler. Moi, très souvent, même si elle a le même rôle, qu'elle a plus d'1 millier d'experts qui travaillent depuis 15 ans, qui produisent des rapports à l'échelle internationale qui sont agréés par 140 pays, on n'entend pas encore trop parler de l'IPBES, peut-être parce qu'elle est plus récente tout simplement. Après, on a aussi un problème de représentation culturelle. On a tous conscience que le climat, c'est quelque chose de puissant, hein. Quand on voit une canicule, quand on voit une inondation, évidemment, on s'inquiète, on a peur d'en être victime. On n'attribue pas forcément à la biodiversité des aléas récents, hein. Une crise de l'eau, par exemple, on ne voit pas forcément la composante biologique qu'il y a dedans. Quand on est soumis à une épidémie comme celle de la Covid-19, moyennant un certain nombre de propos complotistes sur son origine, on a du mal finalement à penser qu'il s'agit d'un problème de biodiversité. Quelle que soit l'origine du SARS-CoV-2, c'est bien un être vivant, c'est bien de la diversité biologique.
et on y est effectivement soumis. Donc la biodiversité, c'est aussi puissant finalement que le climat, mais dans nos représentations culturelles, hein, un raz-de-marée ou une tempête, c'est beaucoup plus puissant finalement qu'une épidémie. C'est quelque chose de soudain qui nous frappe de manière violente. Et puis, il y a aussi le prestige de la pensée abstraite. Je crois mes collègues physiciens du climat, quand ils génèrent des modèles prévisionnels à l'échelle du globe, évidemment, c'est un travail de mathématiques et de programmation qui est extraordinaire. Et très souvent, en fait, dans l'esprit commun, on n'a pas l'impression qu'on ait la même puissance d'abstraction sur la biodiversité, alors que bien sûr, il y a des analyses équivalentes en démographie sur un certain nombre d'animaux ou en représentation de l'évolution biologique avec des études statistiques très élaborées. Mais cela dit, il reste malgré tout dans l'esprit des personnes. Voilà, quand on parle d'oiseaux, d'insectes et de coccinelles, hein, ça a l'air un petit peu moins sérieux que quand on parle de sécheresse et de crise de l'eau. Et pourtant, on vit bien sûr sur une seule planète dans laquelle on est soumis à la fois au climat et puis à ce qu'on vient de dire en termes de vivants. Alors pourquoi ce terme biodiversité? Parce que très souvent, c'est aussi un reproche qu'on entend dans la bouche de certains médias. Moi, une fois interviewé à France Inter, on m'a dit « Mais pourquoi vous utilisez ce mot que tout le monde ne comprend pas, ne connaît pas? Par exemple, dans les écoles, les jeunes n'entendent pas parler de ça. Tout simplement parce qu'il manquait. Et quelque part, moi, j'ai envie de renverser la question. Vous voyez, le mot biodiversité, le problème, c'est pas d'avoir dû le créer et qu'il ne nous soit pas encore complètement familier. C'est nous avons dû le créer parce que nous ne portons pas attention à la diversité du vivant. En tout cas, pas de la manière qu'il faudrait, notamment parce que les termes qui existaient auparavant, par exemple, quand on parle de la nature, la nature, ça inclut tout. Ça inclut le climat, ça inclut la géologie, les roches, etc. Et puis la nature, on y revient, hein, on n'est pas dedans. On se distancie de la nature. Vous connaissez peut-être les travaux de Philippe Descola, cet anthropologue assez célèbre, hein, qui a expliqué qu'entre les différentes cultures de peuples premiers et puis nos cultures occidentales, il y a une très grande différence d'appréciation de la nature. Nous, on s'en distancie, on essaye de la maîtriser, à bon ou mauvais escient, mais on ne se considère pas d'emblée comme partie intégrante de cette nature. Donc le mot nature, il a cette connotation qui est délicate. Le naturel, quelque part, vous voyez, on dit le naturel revient au galop, on revient à la nature, hein, encore une fois, on est distant. Le vivant, les sciences du vivant, c'est les sciences du laboratoire. Aujourd'hui, c'est 90% des scientifiques biologistes. C'est des organismes modèles, la souris, la drosophile, la rabette des prés, le zébrafiche, sur lesquels vous avez des millions d'articles scientifiques qui ont été publiés. Aujourd'hui, vous avez des congrès de 3000 scientifiques qui se réunissent pour parler uniquement de génétique de la drosophile. Hein, le dernier prix Nobel de médecine a été attribué à Jules Hoffmann pour ses travaux sur l'immunité génétique de la drosophile qui a permis de comprendre celle de l'homme. Mais évidemment, quand on parle de la drosophile, ça nous renseigne sur la génétique humaine, c'est merveilleux, mais ça ne nous renseigne pas sur la manière dont les écosystèmes fonctionnent, hein, ça ne nous informe pas sur la manière de cultiver, de gérer notre environnement et de gérer également le climat. Donc, pour cette raison, dans les années 80, un collectif de scientifiques nord-américains a créé ce terme biodiversity, biodiversité, diversité du vivant, pour essayer de faire comprendre que ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement les points communs entre les organismes, le fait d'avoir un support de l'hérédité, la fameuse molécule d'ADN, ou d'avoir une structure cellulaire, c'est aussi les différences. Quand vous avez une abeille et une fleur, comme sur la petite image ici, vous avez deux organismes très différents. Hein, l'abeille est issue d'un ancêtre commun avec les autres arthropodes qui datent de 400 millions d'années. Les plantes à fleurs sont apparues il y a à peine plus de 150-200 millions d'années. Et cette interaction aujourd'hui elle est extraordinairement complexe et pourtant et l'abeille et la fleur ont un ADN et des structures cellulaires, mais ce qui nous intéresse là, c'est pas seulement ces points communs, ce sont les différences. Donc voilà la raison d'être du terme biodiversité. Et puis avec le terme biodiversité vient le terme écosystème, qui est un terme qui est apparu très récemment, 1935. Hein, autrement dit, voilà, par exemple, mes grands-parents n'auraient pas pu utiliser ce mot écosystème quand ils avaient une vingtaine d'années. Ce terme n'existait pas. Et avec les écosystèmes, c'est-à-dire le tissu d'interaction entre les composants de la biodiversité, viennent les services écosystémiques. Donc une manière de comprendre qu'en fait, derrière cette biodiversité, il y a beaucoup de services qui nous sont concédés et qu'on considère souvent à tort comme immanents. Et pour autant, vous voyez, ce mot biodiversité qui avait pour mission de nous faire comprendre qu'on était dedans, hein, nous-mêmes, nous sommes une espèce de primate qui a évolué à partir d'un ancêtre mammifère, etc. On est partie prenante de la biodiversité.
Il y a encore beaucoup trop de stéréotypes. Si on sort dans le boulevard des Italiens, là, pour avoir suffisamment de personnes pour faire un micro-trottoir, on va demander qu'est-ce que c'est que la biodiversité. La plupart du temps, on aura soit un grand je ne sais pas, soit des images exotiques, une girafe, une forêt tropicale, un papillon, une fleur, etc. Des stéréotypes, hein, mais on n'aura pas finalement comment dire, un échantillonnage réel de la diversité du vivant sur le globe. Et puis très souvent, ce seront des stéréotypes distants. Hein. Je disais qu'on revient à la nature. Ben là, oui, on peut revenir à la girafe en allant dans un zoo ou en allant faire un safari photo dans un parc africain. On peut se promener dans une forêt tropicale si on a la chance de faire ce genre de distraction. Mais on ne s'approprie pas cette biodiversité, elle est lointaine et quelque part, si on la fréquente, c'est parce qu'on fait le geste d'y aller. Alors moi, j'aime bien évoquer trois objets finalement qui nous semblent très banals. Vous voyez, la table, le pantalon et la tasse, hein, parce que c'est une manière de se réapproprier la biodiversité plutôt que de parler de girafes et de forêts amazoniennes. La table, c'est du bois. Comme celle-ci d'ailleurs, hein, parce que très souvent, quand on fait des conférences, la table, c'est pas du bois du tout, c'est du plastique ou du métal. Hein. La table, c'est du bois, et le bois, c'est en fait le tronc d'un arbre qui a poussé pendant au moins 20 ans ou 30 ans avant d'en arriver là. Ça, il faut se remémorer le fait, même si c'est ce que je vous dis est totalement trivial, il faut se remémorer à chaque fois qu'on voit un objet en bois qui sort d'un arbre et d'une forêt. Le pantalon, c'est encore pire. On est tous vêtus de fibres naturelles, coton, lin ou laine. Et on ne se rend pas compte que ça vient du vivant également et que cultiver du coton, du lin ou élever des animaux pour les tondre et récolter de la laine, c'est une activité à part entière qui a sa raison d'être, sa logique. Et puis la tasse, alors la tasse, quelquefois, quand on parle d'une tasse à propos de biodiversité, on pense qu'il s'agit du café, du thé ou du chocolat qu'on met dedans, qui est de la biodiversité, mais pas du tout. La tasse, c'est de l'argile. Et l'argile, c'est un produit de la biodiversité. L'argile, c'est le résultat de la dégradation des roches silicatées par des microbes. Donc, imaginez une terre sans vivant, vous n'auriez pas d'argile ou très très peu. Hein. La dégradation de l'argile, autrement que biogénique, elle est très rare et assez difficile. Donc en fait, vous voyez, même des éléments qui nous semblent complètement minéraux, inanimés, finalement, ils sont liés au vivant. Hein. Donc le vivant, ce ne sont pas seulement les grands animaux exotiques ou les forêts tropicales, c'est aussi des choses qui sont très proches de nous, qu'on utilise tous les jours. Alors quelques ordres de grandeur aussi, parce que une fois qu'on a parlé de tout ceci, on pourrait se dire, bah oui, finalement, le bois, c'est le chêne ou le frêne, le lin, le coton, et puis l'argile avec quelques microbes. Finalement, là, on a une dizaine d'espèces, et avec ça, on peut vivre assez facilement. Il n'en est rien, en fait. Hein. On a déjà à peu près 2 millions d'espèces connues par la science dans le monde, si on fait abstraction des microbes, bactéries, virus qui sont très mal connus. Même en France métropolitaine, où on n'a pas l'impression d'avoir une biodiversité exceptionnelle, on a quand même 40 000 espèces d'insectes, 6 000 espèces de plantes, 1 500 espèces de vertébrés. Vous voyez, quand on parle des pollinisateurs, on pense tout de suite à l'abeille domestique. En France, on a 5 500 pollinisateurs. Alors évidemment, souvent, ils ont un peu moins de poids, parce qu'une abeille domestique, elle est dans une ruche où il y a plus de 50 000 individus. Des abeilles sauvages, elles sont seules, hein, elles sont solitaires. Néanmoins, souvent, à une fleur ou un type de fleur correspond à un pollinisateur. Donc, on a besoin des 5500. Donc, même en France métropolitaine, on a finalement un constat de richesse qui défie finalement l'appréhension par un individu. Moi, en tant que biologiste, systématicien, qui dirigeait pendant 10 ans un laboratoire qui était notamment un laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle, où on décrivait beaucoup d'espèces nouvelles, où on avait cette vision d'exploration de la biodiversité. Je suis incapable de considérer au-delà de 2000 espèces dans mon travail quotidien, parce que ça défie la représentation intellectuelle qu'on peut avoir. Donc on se rend compte qu'on est obligé de parler en termes de système, mais ça reste quelque chose de difficile. Il faut avoir à la fois cette appréhension d'un certain nombre d'espèces et de leur biologie, puis en même temps du fonctionnement des systèmes. Alors le problème, c'est que ce monde dans lequel se débattent ces 2 millions d'espèces, et probablement ces 10 millions en réalité d'espèces, parce qu'à chaque fois qu'on va dans un milieu naturel, on se rend compte qu'en fait, on n'en connaît qu'à peine un quart. Hein. Il y a beaucoup d'études statistiques qui ont été faites sur ce qui reste à découvrir. En réalité, on s'aperçoit qu'on connaît très peu. C'est un paradoxe finalement. On connaît beaucoup mieux un certain nombre on connaît peut-être mieux la géologie de la Lune que les espèces d'une forêt tropicale sur notre globe terrestre. C'est quand même un paradoxe.
Et malheureusement, cet ensemble, il est déjà très impacté par notre population depuis très longtemps. Bien sûr, aujourd'hui, on est presque 8 milliards et donc on a un impact à la proportion de ce nombre et surtout de nos moyens industriels. Mais les humains ont toujours pesé sur la biodiversité. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que, par exemple, nos animaux domestiques, nos bovins, pèsent 15 fois plus que tous les mammifères sauvages. Donc vous additionnez toutes les girafes, les éléphants, les ongulés, les rongeurs, les chauves-souris. Les bovins pèsent 15 fois cette masse-là, hein, et 2 fois la masse des humains. Donc on est dans un monde qui est dominé par le bétail aujourd'hui, paradoxalement. Alors bien sûr, il y a des animaux discrets comme les petits insectes, les fourmis par exemple, qui sont très abondantes, qui ont des rôles très importants dans les écosystèmes de nettoyage, de dispersion des graines, d'interaction avec les autres insectes, etc. Les fourmis pèsent autant que les humains. Il y a beaucoup finalement d'insectes de ces petites tailles-là. Mais notre monde est déjà très artificialisé. Et d'ailleurs, il ne l'est pas que par les bovins. On a un tiers de la surface du globe qui est lieu de culture ou d'élevage, hein, donc c'est colossal. Vous voyez les récits d'exploration sur les espaces inconnus que l'on peut voir sur tel ou tel continent lointain, en fait, n'ont guère de sens aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a un tiers des surfaces terrestres qui sont déjà cultivées ou lieux d'élevage, et les 2 autres tiers sont parfaitement connus, sauf pour leur biodiversité. Il y a aussi d'autres choses qui sont effrayantes, hein. La masse de plastique est pratiquement de 2 fois la masse de toute la biomasse animale sur Terre. Donc quand on parle de pollution plastique, ce n'est pas seulement un flux, hein, qui est alimenté par nos utilisations quotidiennes, c'est aussi ce qui est déjà dans les écosystèmes et qui est colossal. Par ailleurs, la masse de nos constructions, de nos infrastructures dépasse toute la biomasse végétale. Donc vous additionnez le poids de tous les arbres sur Terre, et en fait, toutes nos constructions à ce jour pèsent plus lourd. Donc vous voyez, on est vraiment dans un monde finalement qui est très humanisé, très transformé, et donc il faut en prendre conscience, hein, quand on parle d'impact. Voilà, c'est pas seulement l'intensité d'un impact, c'est aussi cet impact, son intensité est aussi liée finalement à l'ampleur de nos actions. Puis il y a 3 autres problèmes de perception sur la diversité du vivant. Moi, si mes grands-parents, dont je parlais tout à l'heure, avaient fait des études supérieures, ce qui n'était pas le cas, ils étaient nés à la fin du 19e siècle, hein, on n'aurait jamais pu leur enseigner ces dimensions-là, tout simplement parce qu'au début du 20e siècle, on ne les connaissait pas. La partie microbienne de la biodiversité, par exemple, les premiers microbes ont été vus un peu après la Renaissance grâce à des microscopes très primitifs, mais on n'avait aucune idée de ce que c'était. Vous connaissez tous les expériences de Pasteur, hein, qui a démonté la théorie de la génération spontanée. Autrement dit, les microbes ne naissent pas de rien, hein. Et ça date de la fin du 19e et du début du 20e. Et on a commencé vraiment à explorer la génétique des microbes uniquement au début du 20e siècle. Avant, on le faisait de manière artisanale. Quand on réalisait des fermentations, par exemple, on le faisait de manière empirique. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on pèse tous, par exemple, 2 kilos de bactéries, hein, 2 kilos de bactéries dont on a absolument besoin. Un bébé qui naît par césarienne en asepsie, il est mis sur les voies de la mère de manière qu'il récupère une partie de ses bactéries, sinon il n'est pas capable de se développer correctement. Donc le même constat peut être fait pour pratiquement tous les organismes vivants, hein. Les vers de terre et les abeilles, les bourdons souffrent énormément du glyphosate qui agit sur une voie de synthèse des acides aminés qui est commune aux plantes, à certaines bactéries et à certains champignons. Et donc le glyphosate détruit le microbiote d'un grand nombre d'organismes dans les espaces cultivés, par exemple. Si vous prenez une petite cuillère à café dans une jardinière, là, dans le jardin devant le bâtiment, là, à peine de terre, hein, quelques grammes, vous avez 1 milliard de bactéries dedans et 150 000 espèces de bactéries. Donc vous voyez, un sol, on a l'impression que c'est minéral, que c'est amorphe. Dedans, en réalité, il y a un grouillement de vie incroyable. Et cette partie microbienne de la biodiversité, il y a seulement 100 ans, on n'en avait aucune idée. On n'avait aucune idée de son étendue, de sa puissance, de son importance. De la même manière, on peut dire la même chose de l'évolution. Quand on parle d'évolution biologique, on pense tous à Charles Darwin ou à Jean-Baptiste Lamarck, à des images d'Épinal avec des dinosaures, des hommes préhistoriques, etc. En réalité, la théorie de l'évolution, même si elle a été formulée de manière un peu distante au milieu du 19e siècle, on l'a démontrée vraiment de manière rationnelle au début du 20e siècle en découvrant le support de l'hérédité et en faisant des expériences empirique, hein, d'héritabilité de certains traits d'une génération à l'autre. Donc vous voyez, l'évolution biologique, c'est aussi quelque chose finalement que aucune société au monde n'avait réussi à saisir comme phénomène avant le début du XXe siècle. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à s'approprier. Aujourd'hui, si on parle d'évolution, on va tous penser à des phénomènes qui durent des milliers d'années, voire des millions d'années.
l'évolution, c'est à chaque génération. Hein. Tous nos enfants héritent, vous savez, d'un patrimoine génétique du père et de la mère, mais ils héritent aussi de plusieurs dizaines de mutations qui sont advenues dans nos lignées germinales. Donc nos enfants ont évolué par rapport à nous. Alors quelquefois très peu, hein, mais néanmoins il y a une quantité d'évolution, mais qu'on a du mal à voir parce qu'évidemment ce n'est pas nécessairement une évolution visible et puis elle se passe malgré tout suffisamment lentement, un peu comme les aiguilles d'une montre. Hein, si vous ne les regardez pas à intervalles réguliers, vous ne les verrez pas bouger. Et pourtant, l'évolution, c'est un problème avec, par exemple, l'antibiorésistance. En quelques générations, des bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, où nos vaccins n'arrivent plus à susciter une immunité suffisante parce que tel ou tel pathogène a évolué, hein, et n'est plus réactif à notre système, n'arrive plus à rendre réactif notre système immunitaire. Donc vous voyez, c'est encore une dimension de la biodiversité qu'on a du mal à comprendre, et pourtant, quand on sélectionne des organismes, des variétés pour la culture ou l'élevage, on fait de l'évolution contrôlée, mais néanmoins, on n'appelle pas ça de l'évolution, quelque part on appelle ça la sélection artificielle. Hein. C'est la raison pour laquelle Darwin d'ailleurs a parlé de sélection naturelle pour l'opposer à ce qui était déjà connu de manière empirique à son époque, c'est-à-dire qu'on pouvait sélectionner des organismes pour arriver à les doter des caractéristiques dont on avait envie de les doter. Et puis enfin, il y a un troisième élément qui est mal connu aujourd'hui finalement dans la société, c'est l'aspect interactif de la biodiversité, ce que je vous disais tout à l'heure, ces fameux pollinisateurs. On parle des pollinisateurs, bien sûr, en général, mais est-ce qu'on sait qu'il y a 3/4 des plantes qui en dépendent absolument, hein, mis à part, bien sûr, les céréales. Une variété de colza, même auto-fertile, si elle est pollinisée, elle produit 30% en plus. Donc, est-ce qu'on veut vraiment se passer de pollinisateurs ? Tous les arbres ont des champignons mycorhiziens. Ce que vous appelez un champignon quand vous allez au cep, hein, c'est la partie reproductive du champignon, c'est le carpophore. Et sous cette partie reproductive, vous avez une centaine de mètres de filaments qui entourent les racines des arbres. Ces champignons produisent des sels minéraux pour les arbres produisent du sucre pour les champignons. Un arbre sans champignons, ça n'existe pas, ça ne pousse pas, ça ne marche pas. Voilà, donc cet aspect interactif, les scientifiques ont commencé à le comprendre de manière vraiment rationnelle début du XXe siècle. Bien sûr, il y avait des écrits même dès l'Antiquité qui en parlaient, mais c'était anecdotique. Le mot écosystème, je vous le répète, est né en 1935 et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte que finalement les êtres vivants autour de nous, il y avait une espèce de tissu d'interaction, hein, comme une espèce de tapisserie, et qu'il était assez dangereux de détricoter cette tapisserie, par exemple de supprimer des pollinisateurs. Et bien sûr, il y a des services rendus indispensables. Si on fait attention à notre propre confort en tant qu'humain, on se rend bien compte qu'on se nourrit de biodiversité, hein, 5 fruits et légumes par jour. Martin Hirsch m'a dit récemment qu'il était apparemment l'initiateur de ce slogan. Alors moi, j'aime bien les 5 fruits et légumes par jour, parce que pour avoir vos 5 fruits et légumes, en fait, il faut à peu près 3 000 à 4 000 espèces d'organismes différents. Vous avez les pollinisateurs, vous avez les espèces de plantes elles-mêmes, hein, de fruits et de légumes, vous avez les bactéries dans le sol, vous avez les antagonistes des antagonistes de ces plantes, etc. À la fin, si vous faites le compte, pour 5 fruits et légumes, vous avez besoin de plusieurs milliers d'organismes. Donc, bien sûr, vous pouvez les élever en serre de manière totalement hydroponique avec des solutions chimiques. Bon, c'est pas tenable, hein, vous ne pouvez pas nourrir 8 milliards d'êtres humains de cette manière-là, et puis vous allez émettre trop de gaz à effet de serre. Nous-mêmes, je vous l'ai dit, nous sommes de la biodiversité. Hein, on a l'impression, on se considère comme unique, distant et déconnecté du vivant, mais on a nos 2 kilos de bactéries dont on a absolument besoin. Et malheureusement, nos 2 kilos de bactéries sont très pauvres comparés, par exemple, à ceux des peuples premiers. Hein, on a perdu à peu près la moitié de notre microbiome depuis quelques millénaires. Et ça ne nous rend pas service parce que c'est à l'origine de beaucoup de maladies de plus en plus fréquentes dans les sociétés occidentales. Certains types de diabète, certains types d'autisme sont sous dépendance, certains types de dépression, récemment ça a été découvert, sont sous dépendance partielle, hein, de notre microbiote. Et puis enfin, pour aller dans la problématique du climat, cette diversité biologique, c'est aussi un énorme puits de carbone. Aujourd'hui, si vous regardez l'hémisphère nord, il est plein de gaz carbonique. Tout simplement parce qu'il est émis. Hein, et dans l'hémisphère nord, actuellement, c'est l'hiver. Il n'y a pas de photosynthèse, ni dans la mer avec les algues, ni sur Terre avec les arbres. Donc ce carbone, finalement, est latent. Et puis au printemps, vous allez voir cette quantité de carbone qui va disparaître en grande partie parce que la photosynthèse reprend. La photosynthèse, c'est l'inverse d'une respiration. Hein. Vous aspirez du carbone, vous rejetez de l'oxygène. Donc cette photosynthèse, en fait, régule la captation du carbone. Le gaz carbonique, il ne fait pas que se dissoudre dans l'eau des océans, il est capté par les algues photosynthétiques, par les arbres, et puis ensuite il est stocké
au fond des océans ou dans les sols. Il y a une quantité de carbone dans les sols terrestres qui est considérable. Et là encore, aujourd'hui, vous savez qu'on émet trop de gaz à effet de serre. Si en plus on ne le capte pas correctement, on est dans une situation qui devient dramatique. Par exemple, la forêt française aujourd'hui, après des étés caniculaires, en fait, a une capacité de captation qui a diminué, tout simplement parce que les arbres qui sont stressés sur le plan hydrique, ils se mettent en quiescence, ils font moins de photosynthèse. Donc on est vraiment dépendant de ces puits de carbone, même s'il y a des puits de carbone purement physiques, les puits de carbone biologiques qui représentent plus d'un tiers de ce qu'on doit arriver à capter pour que ce circuit fonctionne, même si nous n'émettions pas autant. Alors moi, j'aime bien parler de services un peu différents pour ne pas rester, vous voyez, sur des grandes catégories, notre alimentation, le climat, parce que ça, c'est très générique. Moi, j'aime bien parler de petits cas particuliers. Alors, avec celui-ci, j'ai fait sursauter la présidente de l'Assemblée nationale et puis le président de la région Grand Est, parce qu'il est assez inattendu. Moi, j'étais fasciné par un article qui est paru en 2010 dans une très grande revue américaine, des collègues qui ont découvert où les levures passaient l'hiver. Alors les levures, vous savez, sont des petits champignons microscopiques qui sont notamment responsables de pas mal de fermentation. On le sait quand on fait du pain ou du vin. Aujourd'hui, bien sûr, quand on fait du vin, il y a beaucoup de viticulteurs qui utilisent des levures standards, c'est une pratique qui est devenue industrielle. Mais à l'origine, qu'est-ce qu'on fait? On presse du raisin, il y a des levures dessus, les levures transforment le sucre en alcool et on a du vin. Mais d'où viennent ces levures? Parce que pendant l'hiver, il n'y a pas de raisin, les ceps de vigne sont dépourvus de végétation, etc. Mais les levures, elles passent l'hiver dans le tube digestif des guêpes et des frelons. Donc, si on veut se résumer, pas de guêpes, pas de levure, pas de vin. Vous voyez, donc, quelque part, ça donne une dimension des services de la biodiversité qui est un peu différente. Voilà, on se nourrit de biodiversité, on régule le climat, etc. Bien sûr, il y a des océans, bien sûr, il y a des forêts. Là, on est sur des particuliers, mais un particulier finalement qu'on n'imaginerait pas, parce que les guêpes, on les voit plutôt comme des gêneuses quand on fait un pique-nique ou un repas sur une terrasse de café, et puis qu'elles viennent essayer de manger notre assiette, le contenu de notre assiette. En fait, les guêpes sont des nettoyeuses, et elles nettoient notre assiette comme elles nettoient les cadavres dans la nature, et puis sont aussi des pollinisatrices, et puis surtout, finalement, elles stockent les levures. Donc, vous voyez, quelque part, les rôles de la biodiversité sont multiples, et ils sont quelquefois là où on ne les attend pas. De la même manière avec les récifs coralliens. Récifs coralliens, c'est un tiers de la biodiversité marine, c'est 800 millions d'êtres humains qui sont plus ou moins dépendants de ce qu'on trouve dans les récifs. Si on perd les récifs, ce qui est sur le point d'être quasiment inéluctable dans les années 2050-2060, tout simplement parce que le gaz carbonique se dissout dans l'eau, il acidifie l'eau en se dissolvant, l'eau se réchauffe dans les couches superficielles tout d'abord, et une eau plus chaude et plus acide n'est plus compatible avec la survie des petites algues qui vivent en association avec les polypes, les animaux qui forment le récif. Donc si vous avez une eau trop chaude et trop acide, les algues meurent, les polypes et les récifs meurent. Bien sûr, il y a des récifs d'eau froide qui sont un peu plus profonds, qui probablement survivent encore, etc. Mais bon, on a quand même un gros souci avec la majeure partie des récifs qui sont un peu plus à la surface des océans. Donc si on perd ces récifs, comme malheureusement c'est assez mal parti, on va perdre un tiers des espèces marines, on va perdre aussi tous les services pour les gens qui vivent à côté de ces récifs, mais on va perdre aussi d'autres services qu'on n'imagine pas. L'IPBES, par exemple, dans un rapport, avait expliqué tous les bénéfices qu'on retire des récifs coralliens. Les récifs coralliens sont des espèces de digues naturelles qui ne survivent pas quand elles sont mortes, parce que le ressac finit par les détruire. C'est des espèces de structures calcaires qui sont quand même pas très résistantes. Quand elles sont vivantes, par contre, elles sont bien élastiques et elles survivent mieux. Elles se reconstruisent. Et en fait, ces récifs coralliens protègent 100 à 300 millions de personnes des tsunamis. Un tsunami, ce n'est pas forcément une vague hollywoodienne de 200 mètres de haut. Ça peut être une vague de 2 mètres de haut, mais qui va à 40 km/h et qui tue tout sur son passage. Donc voilà, on a 100 à 300 millions de personnes qui seront plus protégées contre ces vagues. Et vous savez qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu encore récemment sur une côte nord-américaine, il y a eu une vague de ce type qui est arrivée et qui a complètement affolé les gens qui se trouvaient au bord de la mer. C'est une vague qui n'était pas rapide, donc il n'y a pas eu de mort humaine, mais ça peut être dramatique. Et là encore, c'est un service qu'on n'imagine pas et qui est absolument crucial pour un très grand nombre d'humains. Et puis j'aime bien parler aussi des baleines, parce que les baleines sont des grands animaux paisibles, superbes, donc on a l'impression qu'on doit absolument les sauvegarder, parce qu'on n'a aucune raison
de les tuer pour des raisons futiles. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'huile de baleine pour s'éclairer, hein, on n'a pas besoin de baleine pour les corsets des femmes. Tout ceci est désuet. Mais sait-on que les baleines sont des espèces ingénieurs qui permettent aux puits de carbone océaniques de vivre? Eh bien non, vous voyez en bas un caca de baleine, ici c'est assez monstrueux, hein. Un caca de baleine, ça va fertiliser le plancton. Si vous enlevez d'un seul coup tous les cétacés des océans, là, par un coup de mauvaise baguette magique, vous allez avoir un bilan en termes de gaz à effet de serre immédiat, en termes de non-captation, hein, qui est de 5 fois la production annuelle française. Donc vous voyez, ces baleines, elles ont l'air de rien, mais le fait de moissonner le plancton, le fait de l'ensemencer, le fait de capter le carbone quand le cadavre de la baleine tombe au fond de l'océan, ça représente un énorme puits de carbone. Donc le puits de carbone, ce n'est pas seulement la photosynthèse des algues, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. De la même manière que les forêts ne sont pas seulement des arbres, c'est aussi tous les animaux qui contribuent à la survie des arbres. Et donc là, effectivement, voilà une figure issue du GIEC, une figure un peu savante, pas très claire, mais dans lesquelles on trouve tous ces puits de carbone là, que j'ai entourés de vert. Hein, et on se rend compte que si on n'a pas ces puits de carbone biologiques, on n'arrive absolument pas à maîtriser la quantité de gaz carbonique qui est émise dans l'atmosphère. A contrario, hein, si on élève trop de bétail, le bétail produit du méthane. On utilise des infrastructures qui utilisent des gaz à effet de serre qui produisent du gaz carbonique. Et donc, par exemple, en France, aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre, à presque 20%, c'est issu de l'élevage bovin. Donc, le vivant interagit avec le climat, en bien comme en mal, ça dépend de nous. Alors, le problème, c'est qu'on est dans une crise et qui a été diagnostiquée par cette fameuse plateforme internationale, l'IPBES. Moi, je représente le CNRS depuis quelques années. C'est une plateforme qui, depuis sa création il y a 15 ans, a écrit des milliers de pages de rapports à destination des gouvernements ou à notre destination. On peut tous les lire, ils sont traduits dans les langues des Nations Unies, dont le français. Et ces rapports, en fait, notamment celui de 2019 qui a été publié à Paris en assemblée plénière avec les représentants de 150 gouvernements, ce rapport, en fait le bilan de la crise d'extinction actuelle. On a beaucoup de populations d'organismes qui vont mal, avec des effectifs qui baissent drastiquement. Et si on dessine la courbe de ces populations, on se rend compte qu'elle est asymptotique à zéro. C'est-à-dire que d'ici quelques décennies, il y a beaucoup d'organismes qui auront disparu. Donc 5 causes à cette crise actuelle, qui est très différente des crises d'extinction précédentes. Quand on parle de la 6e crise, ça m'agace un petit peu parce que les précédentes, on n'était pas là. Et finalement, ça donne l'idée qu'on peut survivre à des crises, alors que la crise présente va 1000 fois plus vite que les crises anciennes. Quand on compare les taux d'extinction dans les registres paléontologiques avec les fossiles, vous voyez, dans les couches de roches, et puis les populations des organismes actuels, on se rend compte que la crise actuelle va 1000 fois plus vite. Donc on a vraiment un problème de vitesse. Et évidemment, c'est nous qui en sommes la cause, comme pour le climat. Et il y a 5 causes à ça. D'abord, la disparition des habitats. Si vous coupez une forêt et que vous asséchez une zone humide, évidemment, vous perdez les espèces qui sont dedans. Si vous faites ça dans beaucoup de forêts ou beaucoup de zones humides, vous allez perdre beaucoup d'espèces. Les prélèvements, on surpêche, 30% des stocks de poissons sont en surpêche, la consommation de bois a augmenté de 40% en 40 ans, on pollue, bien sûr, vous le savez bien, consommation de pesticides galopante qui a augmenté malgré les plans éco-phyto français, le plastique également, changement climatique, vous savez bien que les aléas climatiques, ils ne nuisent pas qu'à nous, ils nuisent à tout le vivant. Quand une forêt brûle, évidemment, c'est un dégât à la biodiversité. Et puis cette forêt n'est plus capable de capter du carbone. Donc il y a une rétroaction négative sur le changement climatique. Puis enfin, le transport d'espèces. Il faut se rappeler que nos transports aériens maritimes ont augmenté de 1000% depuis 50 ans. 1000%. Moi, j'ai coutume de dire que le monde de mon enfance, je suis un presque soixantenaire, n'existe plus. C'est pas... On a les mêmes usages que dans les années 50 avec des avions, des bateaux, des quasi-ordinateurs, des téléphones qui n'étaient certes pas encore mobiles, mais pour autant, vous voyez, ces chiffres montrent qu'aujourd'hui, en quelques décennies, on a franchi toutes les limites et aujourd'hui, on perturbe notre monde de manière absolument délirante. Ce 1000% d'augmentation des transports, en fait, amène à un transport d'espèces involontaire, plus 70% en 50 ans.
ça représente des quantités de plusieurs centaines de milliards de dollars chaque année de pertes et de problèmes de santé humaine. Je vous ai mis une petite image du moustique tigre, qui est une espèce d'origine asiatique, qui a été amenée en Europe par le commerce de pneus, parce que dans les pneus, c'est bien difficile de vider un pneu de l'eau de pluie qui peut se trouver dedans. Faites l'exercice, prenez un vieux pneu, puis essayez de secouer dans tous les sens pour arriver à sortir l'eau qui se trouve dedans. Je vous souhaite bon courage. Ces moustiques aujourd'hui survivent à l'hiver parce que leurs œufs sont capables de rester en sorte d'hibernation. Il ne fait plus assez froid pour que ces œufs meurent. Donc le moustique aujourd'hui se trouve sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et vous savez qu'il y a, en fait, ce moustique est capable de transmettre la dengue, qui est une arbovirose, est capable de transmettre le virus Zika et la chikungunya. Et il y a déjà de très nombreux cas endémiques de dengue qui ont été détectés, dont plusieurs en région parisienne, qui ne sont pas du tout des cas importés. Ce n'est pas des gens qui reviennent de voyage. La dengue est endémique maintenant en France. Donc une maladie qu'on considérait avec tristesse en disant c'est bien triste ces pauvres gens à l'autre bout du monde qui sont malades. Cette maladie aujourd'hui nous frappe directement parce qu'on n'a pas su gérer correctement la biodiversité. Alors moi ce que j'aime bien c'est aussi d'essayer de matérialiser ça un peu plus proche de nous. Vous voyez, c'est pas seulement, comme je le disais au départ, un problème d'Amazonie, d'Afrique, de Malaisie, etc. C'est aussi un problème métropolitain. En France, la moitié des zones humides qui ont disparu depuis la fin du XXe siècle, là, c'est 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait 2 fois plus de zones humides. Disparition des haies, 70% depuis 1950. Chaque année, on a 20 000 km de haies qui disparaissent. Alors, on parle d'en planter 7 000. Mais manque de peau, l'annonce gouvernementale vient de nous dire que le critère de 4% de jachères retenu pour le versement de la PAC vient d'être mis en pause. Et dans ces jachères, il y a des haies, des mares et des bandes enherbées. Voilà, donc on n'est pas encore en train de reconstituer notre stock de haies qui continue à disparaître. Même les pâtures disparaissent, parce que si vous voulez cultiver du blé ou du colza pour les biocarburants ou pour spéculer sur les marchés internationaux, vous êtes obligé d'avoir de très grandes parcelles cultivées de manière industrielle, et vous n'avez pas du tout intérêt à conserver des pâtures ou des haies. Ça n'a aucun intérêt, à moins vraiment qu'on ait une politique de subvention qui soit adaptée. Les prélèvements abusifs, il n'y a pas que les méchants japonais qui pêchent les baleines, il y a aussi nos chasseurs, par exemple, qui se sont acharnés sur des espèces récréatives comme le grand tétras, par exemple, qui encore jusqu'à peu de temps, il a fallu que des associations naturalistes déposent des recours pour qu'on arrête de chasser cette espèce qui était en train de disparaître, ce qui semble quand même assez burlesque de penser qu'on s'acharne jusqu'à tuer le dernier individu pour être sûr vraiment qu'on ne puisse plus en voir d'ici quelques années. Et de la même manière, quand on a des pêches industrielles qui sont encore autorisées par des accords européens aux dépens de la pêche artisanale, aujourd'hui, on a une destruction totale des stocks de poissons, par exemple en mer du Nord et Manche, destruction des fonds marins avec une émission de gaz à effet de serre qui est considérable, parce que ça remue le fond de la mer, et ça provoque de l'émission de gaz qui était stockée dans les sédiments marins. Et là, très clairement, on nuit à la pêche artisanale et on nuit finalement à la durabilité de cette ressource marine, parce qu'on peut aimer manger du poisson, mais encore faut-il que ces populations de poissons survivent. Pléthore de pollution en France. On a 100 000 tonnes de pesticides qui sont déversés chaque année. Et les substances, en plus, le tonnage est très trompeur. Les négociations à la COP 15 à Montréal, où j'étais, ont fait état du risque plutôt que du tonnage. Parce qu'il y a des différences de toxicité qui sont d'un ordre de 1000 ou plus. Vous voyez, donc si vous parlez de tonnage, mais que vous avez une substance qui est 1000 fois plus toxique, ça ne vous dit pas vraiment le danger. On a aujourd'hui plus d'1% du PIB européen qui disparaît en fumée à cause des perturbateurs endocriniens et des problèmes de santé qu'ils causent. Et puis le plastique, rien qu'en France, c'est 4,5 millions de tonnes par an qui sont déversées. Donc on a quand même un certain souci à se faire. Puis enfin, le changement climatique, vous vous rappelez tous de ces pauvres tortues d'Hermann qui ont été carbonisées sur place dans l'incendie au sud de la France, ou des gorgones rouges qui sont tuées par la surchauffe des premières dizaines de mètres d'eau en Méditerranée. Donc on est vraiment dans une situation finalement où on a emballé un moteur naturel et on a bien du mal à l'arrêter. Et les espèces exotiques envahissantes, je vous ai présenté une petite collection avec des petites espèces toutes mignonnes. Alors la punaise diabolique,
le ragondin, très sympathique, le ragondin, réservoir de la leptospirose, dont on n'arrive absolument pas à se débarrasser depuis qu'on l'a introduit, le moustique tigre, dont je vous ai déjà parlé, le frelon asiatique, qui est vraiment un ennemi déclaré pour les apiculteurs, qui par ailleurs ont déjà bien des soucis à se faire avec la varoise et puis l'importation de reines d'abeilles depuis l'Asie avec une structure génétique déplorable. Et puis enfin la coccinelle asiatique introduite par des agronomes sans scrupules qui ont pensé réduire le nombre de pucerons. En fait, la coccinelle asiatique réduit le nombre de coccinelles. Donc il y a un petit souci avec la coccinelle asiatique, vous voyez. Donc voilà. Et tout ça se passe sur notre territoire métropolitain. Alors je dirais pas au vu et au su de tous, peut-être au vu de tous, mais certainement pas au su de tous. Voilà. Alors les chiffres sont vertigineux. Un tiers des vertébrés en fort danger d'extinction d'ici 2040, donc un tiers des poissons, des amphibiens, des mammifères, des oiseaux. En France, on a perdu un tiers des oiseaux communs. Il y a une étude européenne qui a encore refait le point là-dessus et qui le montre sans équivoque. Principalement lié aux pratiques agricoles, disparition des habitats et pesticides. 5 graines de blé enrobées par des néonicotinoïdes, vous tuez une perdrix. Voilà. Donc ça et le manque d'insectes, ça va très vite. Et puis évidemment le manque d'insectes, dans les milieux agro-industriels, il n'y a plus d'insectes, 80% en moins. Voilà. Et donc on est dans une situation où on se prive de l'apport de la pollinisation. On met des intrants dans les champs de colza pour finalement suppléer au manque de pollinisateurs et au défaut de récolte, au défaut de productivité qu'on a. Alors, moi j'aime bien aussi parler d'aléas de biodiversité, parce que quand on parle d'aléas du climat, en fait, c'est un peu, on pense tempête, inondation, canicule, et ça fait peur. Vous vous rappelez cette petite ville au Canada là, qui a littéralement brûlé d'un seul coup parce qu'elle était sous un dôme de chaleur pendant quelques jours. C'est effrayant. On a l'impression que la situation analogue pour la biodiversité n'existe pas et qu'on va réussir à maîtriser ça. Et moi, j'aimerais bien qu'on prenne conscience, pas pour faire peur, mais qu'on prenne conscience des enjeux qu'il y a derrière les questions de biodiversité qui sont à la mesure de ceux du climat, d'autant plus qu'ils sont souvent liés à ceux du climat. Alors déjà, la production alimentaire. Depuis les années 50, on a créé une agriculture industrielle qui a fait d'énormes progrès, bien évidemment, qui permet de nourrir beaucoup de gens, de surproduire. Il y a toujours beaucoup de gens qui meurent de faim. Il y a 30% des productions alimentaires dans le monde qui sont jetées. Donc on ne peut pas dire que le système soit optimal, mais néanmoins, on arrive à produire. Le problème, en fait, c'est que quand on produit, en fait, on a aussi des conséquences de cette production, et ces conséquences, on ne les paye pas en achetant le produit. Ces conséquences, elles viennent sur notre système de santé, sur le système d'eau potable ou sur d'autres problèmes environnementaux. Quand vous achetez un kilo de tomates au supermarché, vous payez le prix du kilo de tomates, mais une partie du prix de ce kilo de tomates vous revient dans vos cotisations sociales et dans ce que vous fait payer la Société des eaux pour votre habitation. Parce que quelque part, ce kilo de tomates ou ce pain fait avec du blé, etc., il a été produit avec des pesticides qui polluent, qui tuent une partie de la biodiversité dont on a besoin par ailleurs. Donc ce dont on se rend compte, c'est qu'avec notre type d'agriculture industrielle, on est en train de stériliser un certain nombre de sols. Par exemple, le premier horizon du Corn Belt américain est déjà disparu. Et en fait, la productivité plafonne, voire régresse dans un certain nombre de cas. Je ne vous parle même pas des effets des aléas climatiques, parce que là, évidemment, c'est trop facile. Et on a un vrai problème pour un certain nombre de productions, même les productions non pollinisées, avec la nature du sol. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sols agricoles dans lesquels il n'y a plus de complexe argilo-humique, parce qu'on a tué les bactéries, on a tué les vers de terre. Donc quand on arrose ou quand on met des intrants, il y en a les 3/4 ou les 4/5 qui sont lessivés, lixiviés. Et en fait, on arrive finalement, on surdose en intrant la plante pour qu'elle continue à arriver à grandir. Donc ça a un coût, évidemment, et un coût qui est dommageable pour l'agriculture, bien sûr, et puis dommageable pour notre consommation. Et malheureusement, ce n'est pas seulement un coût, c'est aussi amener à un dysfonctionnement de ces sols qui ne permettent plus d'avoir une agriculture qui soit aussi productive qu'on le souhaiterait. Un autre aléa, c'est le cycle de l'eau. Aujourd'hui, l'eau verte, cette fameuse eau qui est stockée dans la végétation et dans la toute surface du sol, cette eau verte, c'est 60% des pluies. Si vous avez absolument plus aucune couverture végétale et si votre sol est déstructuré, évidemment, cette eau verte, vous ne la gardez plus. Donc s'il pleut trop, vous avez une inondation. S'il ne pleut pas assez, vous avez une sécheresse qui est encore amplifiée. Et d'autant plus qu'on a supprimé une bonne partie des zones humides ou des tourbières dans lesquelles une partie de cette eau pourrait être localement stockée.
Aujourd'hui, on a un quart et bientôt 2 tiers des humains qui sont sous stress en eau. Vous avez vu qu'à Barcelone, on rationne l'eau. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est une catastrophe absolue. Moi, j'ai un collègue, Christophe Cassou, climatologue, qui travaillait jusqu'à présent à Toulouse au CNRS et qui a fait beaucoup de conférences auprès des agriculteurs locaux pour les prévenir sur l'évolution du climat local, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Récemment, il y a un agriculteur qui l'a appelé sur son portable parce qu'il lui avait donné son numéro. L'agriculteur était en pleurs parce qu'il est en train de perdre tout, voilà, parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau du tout. À un moment donné, l'été dernier, Toulouse était littéralement en rupture d'eau potable là, parce que la Garonne était trop basse. Alors c'est un aléa, après, selon les mouvements, les grands mouvements atmosphériques, il peut y avoir à certains endroits, après des épisodes de ce type, il peut y avoir à nouveau un épisode, au contraire, de surcroît ou surplus d'eau avec des précipitations dramatiques. Le problème, en fait, c'est que ces aléas nous affectent les uns après les autres, en produisant des catastrophes, au point d'ailleurs que certaines sociétés d'assurance aujourd'hui se retirent de l'assurance d'un certain nombre de services, parce que pour elles, elles ne peuvent plus étaler les risques au plan budgétaire. Donc, ce stress en eau, ce n'est pas seulement un problème de est-ce qu'il y a des pluies ou pas de pluie, ce n'est pas seulement un problème de climat et de gaz à effet de serre, c'est aussi un problème de végétation et de sol, et ça, on peut le gérer. Et enfin, le dernier aléa dont je voudrais vous parler, c'est l'aléa de santé. Aujourd'hui, on a une maladie émergente qui apparaît tous les 14 à 16 mois dans le monde. Alors souvent, ce sont des maladies dont vous n'entendez pas parler, parce qu'elles frappent quelques dizaines ou centaines de personnes dans un endroit assez lointain. Il y a une arbovirose nouvelle qui a été découverte en Amazonie, qui a frappé un orpailleur brésilien en Guyane française. Une victime. Le premier SRAS avait tué 800 personnes en Asie. Aujourd'hui, avec la Covid-19, on est à 30 millions. Ebola, moi j'ai travaillé moi-même dans des zones d'endémie d'Ebola, en prenant des risques que je ne mesurais pas. Parce qu'Ebola, on a découvert, après que j'y ai travaillé, par exemple en Afrique centrale dans les années 80, on a découvert que le réservoir, c'était les chauves-souris, que je fréquentais assidûment d'ailleurs, moi. Et ce réservoir, en fait, il est de plus en plus adjacent aux populations humaines, parce que quand on fragmente la forêt, on va s'installer près de la forêt est plus réduite, les chauves-souris viennent se nourrir ou viennent loger dans les maisons, et puis on est confronté à ce virus. Alors celui-là, il a été capable de passer de la chauve-souris à l'homme. Évidemment, si on fréquente beaucoup de réservoirs de pathogènes comme ça, on prend le risque à chaque fois d'avoir une évolution qui permet à certains de ces pathogènes de s'attaquer à nos cellules humaines. Dans une cellule humaine, il y a 30 millions de protéines de 5000 sortes différentes. Vous voyez, donc encore faut-il que le virus arrive à s'accrocher sur une de ces protéines. Ce n'est pas si simple, mais à force de jouer avec le feu, on y arrive. Et effectivement, aujourd'hui, sur notre territoire national, on a des maladies finalement qui sont connues ailleurs, comme la dengue, et qui vont finir par devoir être gérées au quotidien avec des épisodes de démoustication et de surveillance, comme dans n'importe quel pays tropical. Alors, cela dit, après ce tableau apocalyptique, là, je perçois comme un grand silence dans la salle. Alors, je ne sais pas si c'est la lassitude ou de l'effroi ou de l'agacement devant mon attitude un petit peu... désespérante. Il faut se rappeler que cette puissance de la biodiversité là, dont je viens de parler, parce que vous voyez bien que la biodiversité est puissante, quand elle se disperse, le moustique qui se disperse, qu'on arrive à le stopper, le ragondin dont on n'arrive pas à se débarrasser, c'est agaçant. Ces millions de sangliers qu'on tue chaque année au lieu des dizaines de milliers qu'on tuait il y a seulement 50 ans, c'est exaspérant. On a l'impression qu'on n'en tient pas le bout. Mais alors, c'est le mauvais côté de la biodiversité quand il nous affecte de manière antagoniste. Mais bien sûr, cette puissance, quand on en tire profit, c'est un outil formidable. Alors, c'est la notion qui a été mise en avant par l'Union internationale pour la conservation de la nature, autrement dit l'IUCN, et qui s'appelle les solutions fondées sur la nature. En anglais, on appelle ça Nature-Based Solutions. Et en fait, c'est tout simplement, vous en connaissez tous sans le savoir, on est tous des monsieur ou madame Jourdain des solutions fondées sur la nature. C'est tout simplement d'utiliser cette puissance de la biodiversité, mais pas seulement pour nous, mais aussi en co-bénéfice avec le reste de la biodiversité. Donc bien sûr, ça a été pris en compte par des lois au niveau national, par le Green Deal européen qui est en mauvaise posture actuellement, et puis c'est régulièrement rappelé dans les rapports de l'IPBES ou du GIEC. Et en fait, il faut arriver simplement à choisir des bons compromis, et notamment des bons compromis climat-biodiversité. Par exemple, si je vous dis qu'il faut replanter des arbres comme notre président pour capter des gaz à effet de serre, évidemment, si on
plante les mauvais arbres au mauvais endroit, on n'aura pas fait un bon compromis. Le bon compromis, c'est de planter les bons arbres au bon endroit, de manière qu'ils poussent bien et qu'ils finissent par capter ces fameux gaz. Alors, une des premières solutions fondées sur la nature que tout le monde connaît sont les aires protégées. À partir du moment où on lève les pressions sur un endroit, les populations se portent mieux et puis elles vont même déborder sur les zones adjacentes. Il y a des études qui montrent par exemple qu'autour des aires marines protégées, la pêche artisanale se porte bien, tout simplement parce que les poissons sont tranquilles dans cet endroit-là, ils se reproduisent et puis ils vont aller dans les autres endroits à côté. Le problème, en fait, c'est que le degré de protection est très variable et très faible. En Méditerranée, on a à peine 10% d'aires protégées, mais quand vous regardez celles qui sont réellement protégées, on est à 0,4, je crois. Voilà. Donc, tout est dit. Quand on dit qu'en France, on a déjà 30% d'aires protégées, on met dedans plein de choses qui sont très intéressantes, comme les parcs naturels régionaux, qui sont vraiment des lieux importants de dialogue entre les collectivités et les gestionnaires de l'environnement. Mais un parc naturel régional, c'est un syndicat mixte avec un contrat dans lequel il y a des mesures en faveur de l'environnement, mais ce n'est pas une aire protégée. Vous voyez, donc en fait, aujourd'hui, le discours du ministère de la Transition écologique, c'est de dire justement il faut augmenter le niveau de protection sur beaucoup de ces aires de manière à avoir vraiment des effets positifs qui en découlent. Alors évidemment, il y a des conflits d'usage. Quand vous empêchez un certain nombre d'activités sur une zone, compte tenu de la densité de la population française, même s'il y a une désertification rurale, ça amène évidemment à dialoguer avec les collectivités. Ce n'est pas forcément simple avec les usagers. Une autre manière d'utiliser la nature et sa puissance, c'est de régénérer les forêts. Régénérer les forêts, ce n'est pas forcément d'avoir des usines de pépinières pour planter des petits arbres par millions, parce que ça, pour le moment, on n'a pas développé l'ingénierie industrielle qui permet de le faire. D'autant plus que le but, ce n'est pas de planter des clones. Le but, ce n'est pas de planter les orchidées que vous voyez au supermarché, toutes pareilles, qui sont obtenues par multiplication méristématique d'un même ancêtre. Le but, c'est de planter des arbres qui sont assez différents les uns des autres, qui ne vont pas réagir de la même manière aux maladies et qui vont être capables de survivre. Donc, régénérer la forêt, c'est déjà laisser les forêts en paix et s'assurer que les espèces qui sont dedans sont capables de faire avec les aléas climatiques des années à venir. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Par exemple, le hêtre dans la moitié nord de la France, c'est terminé. Dans 50 ans, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, c'est pas... je ne sais pas si vous avez vu des images de la forêt d'Argonne dans le Grand Est. Il y a des images aériennes qui sont abominables. Vous voyez à perte de vue des arbres qui sont morts à cause des attaques de scolytes liées aux aléas du climat. Donc oui, régénérer la forêt, c'est un objectif absolument indispensable. Ce n'est pas si simple, mais ça peut se faire. Et ça, c'est une solution extraordinaire fondée sur la nature, d'autant plus que le bois, on le sait, on en a besoin à plein d'égards. Donc sur cette surface forestière, il y en a une qui peut être protégée, dans laquelle la biodiversité peut être la plus riche possible. Et puis, il y a d'autres zones dans lesquelles il y aura de l'exploitation forestière parce qu'on a besoin de bois. Et puis, favoriser aussi une production de subsistance réellement raisonnée ou bio. Aujourd'hui, on a une grogne des agriculteurs et puis des levées de certaines contraintes en normes environnementales. C'est malheureux parce que ce ne sont pas ces normes environnementales qui posent problème aux agriculteurs, c'est les prix d'achat des transformateurs. Ces normes environnementales, la plupart du temps, elles rendent service sur le moyen ou le long terme à ces agriculteurs. Si ces agriculteurs n'ont pas un revenu suffisant, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre eux, c'est parce qu'on ne régule pas le prix d'achat de leurs matériaux ou parce qu'on ne les incite pas financièrement à produire de manière équitable. Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple au CNRS, on a une zone atelier en pleine Val de Sèvres avec 400 entreprises agricoles qui ont accepté d'être monitorées. On se rend compte que sur du blé colza, même pas en agroécologie, en culture traditionnelle, on peut baisser les intrants de 30%. Et on a tout de suite une augmentation de la biodiversité et l'entreprise est aussi rentable. Voilà. Donc il y a possibilité vraiment de changer la donne. Et quand on me demande qu'est-ce que je peux faire moi en tant que citoyen, je dis consommer circuit court local, si possible bio, de saison. Voilà. Et en faisant ça, si on est des millions à faire ça, évidemment, on change le système de production. Si ce n'est pas la PAC qui le change, ça peut être nous, individuellement, collectivement, avec nos cantines, avec nos restaurations collectives, etc. Les circuits courts, c'est vraiment quelque chose d'important parce que produire du bio à l'autre bout du monde, ça n'a guère de sens, bien sûr, en termes d'émissions de gaz à effet de serre et puis en termes de déforestation importée.
Et ça veut dire aussi développer de nouvelles connaissances, parce que l'agroécologie, c'est pas retourner à l'agriculture de nos grands-parents, hein. Il y a des choses qui peuvent être retrouvées, réutilisées, mais il y a aussi beaucoup de pratiques qui doivent être compatibles avec un certain mode industriel. Et aujourd'hui, par exemple, l'INRAE est un organisme qui développe énormément de recherche en agroécologie. Et on se rend compte aujourd'hui que le modèle agroécologique, il est transférable à une très grande partie de la production agricole française. Il faut simplement inciter financièrement à le faire, hein. Voilà, je me rappelle que le premier plan Ecophyto, c'était un investissement de 70 millions d'euros pour aller vers cet objectif, qu'il a été complètement inefficace malheureusement, hein. Et on vient de mettre le second en pause. Donc là, on ne va pas trop dans le bon sens. Alors il y a aussi une question de fiscalité finalement incitative, hein. Je parlais de subventions, mais il y a aussi une question de comptabilité des externalités, essayer d'internaliser les externalités, autrement dit, quelque part, voilà, si vraiment on pollue, on doit payer quelque part un peu cette pollution, hein. Et si on achète un produit polluant, quelque part, on a aussi quelque part une responsabilité, même si elle est plus diffuse. Et il y a beaucoup d'aspects là-dedans qui sont impliqués. C'est pas seulement une fiscalité punitive, hein, il y a aussi une fiscalité incitative avec des subventions. Aujourd'hui, par exemple, les subventions pour le bio n'existent pas ou peu, hein. Bon, peut-être elles vont être en partie rétablies. La compensation, très souvent, ça signifie qu'on va détruire des endroits et qu'on va prétendre compenser en replantant n'importe comment ailleurs. Donc la compensation, elle doit être un peu limitée. Moi, j'ai parlé devant le directoire de la Caisse des dépôts et consignations qui finance beaucoup d'activités de compensation. Et très timidement, le responsable du directoire me demande, mais nous on fait beaucoup de compensation, est-ce que c'est une bonne chose? Voilà. Et en fait, je n'ai plus que répondre, c'est très bien tant qu'on ne fait pas que ça. Parce qu'effectivement, quand on a déjà détruit ou quand on est obligé de détruire, il faut replanter, remettre en eau des zones humides, etc. Par contre, quand on a des espaces qui sont fonctionnels au plan écosystémique, on a tout intérêt à ne pas essayer de les détruire pour en reconstruire d'autres à côté. Le coût est considérable. Il y a aussi adapter le droit, hein. Le droit de l'environnement, c'est quelque chose d'important. Malheureusement, en France, on est lanterne rouge, pas parce que le droit n'est pas suffisamment adapté, mais tout simplement parce que les tribunaux sont engorgés, hein. Les procureurs n'ont pas le temps de requérir, les tribunaux n'ont pas le temps de juger. Et des principes qui étaient dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, aujourd'hui, ils peinent à être appliqués tout simplement pour cette question-là. Et puis, il y a beaucoup de progrès qui pourraient être faits dans ce domaine, hein, et les juristes y travaillent assidûment. Et puis, enfin, il y a une question de travail à échelle emboîtée. Je vous ai parlé de la COP15 tout à l'heure, c'est mondial, avec plus de 150 pays impliqués. Bien sûr, la communauté européenne, la France ont négocié dans ce cadre-là. Les mesures qu'on prend, par exemple, dans la stratégie nationale pour la biodiversité, découlent directement de l'accord de la COP15. Et puis après, il y a des COP régionales aussi, dans toutes les régions de France, hein, où le ministre de la Transition écologique va pour expliquer aux collectivités locales comment elles peuvent agir. Malheureusement, quand il y a des mesures comme celles qui viennent d'être prises, on est plutôt dans un recul par rapport à ces normes-là. Néanmoins, voilà, on est dans une situation où il faut comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre de manière isolée, bien entendu, hein, même si on essaie de limiter les questions de nuisances importées, hein, en allant déforester dans les pays du tiers-monde. On a des échanges mondiaux qui continueront à exister, bien évidemment, et il faut que ces échanges soient équitables et qu'ils ne nuisent pas à la biodiversité. Et puis, il y a vraiment une question d'éducation qui est absolument indispensable. Aujourd'hui, on le voit bien, en fait, un jeune sur deux est éco-anxieux. Hein, et ce n'est pas à cause de discours catastrophistes, c'est à cause du manque d'action, hein, et du manque d'opportunités qu'on leur donne d'agir en faveur d'une meilleure situation. Donc il est important que dans les écoles, les collèges, les lycées, etc., ou en formation continue, on fasse cet effort-là. Moi, je fais par exemple la formation continue pour France Télévisions, pour Radio France. J'ai participé en écrivant le certificat biodiversité au certificat BABA Climat Biodiversité du CNED, qui a déjà été lu par 180 000 personnes. Le ministère de l'Éducation nationale va demander à tous ses enseignants de le lire et d'avoir une validation à la fin du certificat. C'est 6 heures, hein, sur un écran ordinateur, et ça vous donne les fondamentaux à propos du climat et de la biodiversité. C'est vraiment pas compliqué, mais bien entendu, ça permet de prendre des décisions éclairées, hein. On ne les prend que si on a connaissance d'un certain nombre de faits. Et puis, dans ce contrat collectif, il y a aussi des aspects qui sont d'être positifs et d'impliquer les personnes. Vous voyez, ces fameux panneaux sur les cigarettes, il y a des études très intéressantes qui ont montré que ça décourage les moyens fumeurs, mais ça encourage les gros fumeurs.
Parce qu'un gros fumeur va être dans le déni, ça va l'exaspérer, hein, et il a envie de fumer, et quand il voit ça, ça ne fait que l'agacer. Donc finalement, on loupe le coche sur une partie de la population. Hein. Voilà, ces gros fumeurs, vous savez que le tabac, c'est 50 000 morts par an. Hein. Ces gros fumeurs sont des personnes qui vraisemblablement vont mourir pour la plupart d'entre elles dans les années à venir. Hein. Donc ce genre de mesure, c'est très intéressant sur une partie de la population, c'est très inintéressant sur une autre partie. Et c'est la même chose avec l'écologie. Et les écosystèmes. Hein. Moi, je me retrouve quelquefois sur des plateaux de radio ou de télévision avec un collègue climatologue. Et collègue climatologue adore le mot sobriété parce que, évidemment, si on ne veut pas émettre de gaz à effet de serre, il faut arrêter d'augmenter certains types d'activités. Mais le mot sobriété, il est franchement désagréable. Hein, ça évoque surtout le fait de ne pas être capable de boire un petit coup, d'être le pauvre qui ne boit pas un verre parce qu'il doit ramener les copains à la maison. Alors que, en fait, sobriété, ça a été traduit, c'est les traducteurs des Nations Unies qui ont traduit sufficiency par sobriété. Moi, j'aurais préféré suffisance. Vous voyez. Moi, je bois suffisamment, je mange suffisamment. Une fois que j'ai dit ça, je ne me sens pas privé. Si on me demande d'être sobre, je me sens dans une situation finalement où soit on me fait peur, soit on me met des injonctions autoritaires pour que je change mon comportement, et ça m'agace. Hein, et comme un gros fumeur, finalement, je risque de ne pas suivre. Et puis, on peut rire de tout ça. Là, je ne vous ai pas fait trop rire, peut-être, hein, un tout petit peu quand même, quelquefois, mais on peut rire de tout ça. Moi, quand j'ai vu le film Don't Look Up, c'était complètement par hasard, parce que j'étais avec mon fils qui a 15 ans, et puis il m'a traîné pour regarder ce film, et sur une plateforme. Et j'étais très mal à l'aise parce que ça décrivait une situation que je connais que trop bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, mais c'est extraordinaire. Alors bien sûr, c'est une grande production hollywoodienne, une production sur une plateforme, hein, qui est émettrice de gaz à effet de serre en streaming, etc. Néanmoins, un film comme ça ridiculise tellement le déni que peut-être ça a fait plus en quelques mois que bien des discours rationnels ou militants, parce que finalement on y retrouve tous les ingrédients de notre société actuelle. Moi, chaque fois que on voit telle ou telle déclaration absurde, on se rappelle ce film et on se dit oui, effectivement, c'est bien cette situation-là qu'on vit. Hein. Et alors là, c'est encore finalement assez critique, hein, mais il y a plein de manières d'utiliser l'art, l'humour, finalement pour impliquer et pour donner de l'espoir et la biodiversité, c'est agréable. Hein. Manger circuit court local de saison, c'est pas une punition. Être dans une chaise longue en train de contempler un beau paysage en été, cueillir un bouquet de fleurs, c'est pas une punition. Voilà, tout ceci est quelque chose qui peut être raisonné et qui peut être agréable. Contrairement à ce que le mot sobriété pourrait laisser penser. Et ça suppose quand même pour beaucoup d'entre nous maintenant une sorte de reconnexion. Moi, j'aime pas trop ce mot parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, on n'a jamais été connectés. Hein. Même un certain nombre de gens qui étaient nés au 19e siècle n'étaient pas si connectés que ça à la nature, hein, même en vivant en milieu rural. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'est particulièrement. Hein, et ça aussi, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui se travaille. Si des enfants qui vivent en zone urbaine ne voient jamais un peu d'herbe, un peu de fleurs, un peu d'arbres, etc., pour eux, ça devient quelque chose qui n'existe pas. Hein. Ça devient une image numérique, ça devient quelque chose qui n'arrive pas à s'approprier culturellement. Et puis, il y a aussi une question qui reste vraiment stringente à la fin, c'est l'équité sociale. Là, on est en train de parler de mesures, d'un contrat social dans lequel on estime que tout un chacun est capable de prendre sa part, hein, en tant que citoyen, en tant que décideur. Mais ce contrat social, évidemment, il n'est valable que quand on a de quoi finir le mois. Hein. Si on est en dessous du revenu médian, il est beaucoup plus difficile de manger bio local de saison. Hein. C'est, à moins d'être vraiment malin, on peut le faire. Hein, mais moi, j'ai des étudiants qui le font. Mais c'est difficile. Et puis moralement, c'est très difficile. Voilà. Et surtout quand on voit d'autres personnes finalement se goberger et créer par ailleurs une crise dont les symptômes sont ressentis par tous, là cette fois-ci également. Hein. Donc il y a vraiment un problème d'équité sociale et de partage des ressources qui est sous-jacent à la résolution de ces crises de la biodiversité. On n'aura pas de remédiation à la crise du climat et de la biodiversité si les habitants de la planète n'ont pas tous de quoi vivre dignement. Hein, et c'est quelque chose qu'on doit garder présent à l'esprit. Ce n'est pas seulement un vain mot
Voilà. Et puis pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin, je ne touche aucun royalty sur ces productions, donc c'est purement informatif, hein. En suivant les traces du glorieux livre Tout comprendre ou presque sur le climat, qui a été vendu à 50 000 exemplaires, avec ma collègue Anne Bress, des climatologues, et puis la graphiste Claire Marc, qui est absolument géniale. Le CNRS m'a demandé de coordonner ce volume-là qui s'appelle Tout comprendre ou presque sur la biodiversité. Ça répond à une vingtaine de questions avec un langage moitié graphique, moitié texte. C'est pas une bande dessinée. Et il y a plusieurs niveaux de lecture. Et franchement, on y glane beaucoup d'informations. Et ceux qui ont envie d'en savoir plus peuvent se l'approprier. Et puis par ailleurs, il y a des formations en ligne, même voyez, par le CNED, qui sont entièrement gratuites et libres pour tous. Elle était d'ailleurs patronnée par Radio France, hein, donc Sybille Veil était ravie de cette formation. Et l'Institut de l'engagement a récemment conventionné avec le CNRS pour mettre en place une formation du même type, moi dans lequel j'ai d'ailleurs réalisé la partie biodiversité, et donc qui est déjà utilisable pour l'ensemble des volontaires du service civique, c'est à peu près 60 000 personnes. La formation du CNED, elle a déjà été vue par 180 000 personnes, et il y a à peu près 30 000 à 40 000 diplômés de cette formation ces derniers temps. Donc on est vraiment dans une situation aujourd'hui où finalement, malgré tout, malgré toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer, il y a une bonne partie de la population qui aura connaissance des fondamentaux sur ces sujets. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour cette intervention. C'est tout à fait fascinant. Je rappelle, vous êtes l'un des plus grands spécialistes sur ces sujets en France. Et ce qui est fascinant, c'est de vous écouter pendant un petit peu plus d'une heure, de comprendre le propos, de nous rendre le sujet parfaitement accessible. Et ça, vraiment, je vous en remercie. Il y a maintenant un petit moment de questions, comme on a coutume de l'avoir sur ces épisodes de conférences. On a un public qui est en fait assez nombreux à Paris aujourd'hui, c'est une bonne surprise. On est aux environs de 200. Il y a également des personnes qui vous regardent à distance et qui auront certainement des questions. On va avoir des questions dans la salle et des questions donc des personnes qui nous voient d'un petit peu plus loin. On a des personnes en France métropolitaine, mais également dans les DOM. Moi, je vais commencer peut-être par une première question. Les écologues, les naturalistes poussent un cri d'alarme en disant « Attention, ce qui se passe est important, le changement climatique est présent, mais soyez vigilants également à ce qui se passe en termes de biodiversité ». Avez-vous le sentiment aujourd'hui d'être entendu ? Alors, je dirais oui et non, ce n'est pas une réponse de Normand, je ne suis pas Normand, mais c'est vrai que oui, parce qu'il y a dans la société civile beaucoup de personnes, beaucoup de collectifs, des entreprises, des collectivités locales qui vraiment prennent conscience de ce problème et qui essayent d'agir. Et non, malgré tout, parce que c'est vrai que, comme je viens d'essayer de l'expliquer, la représentation culturelle qu'on a de la biodiversité est souvent un peu étriquée, hein, et donc à moins d'avoir un intérêt pour la question ou d'avoir l'occasion d'être informé, quelquefois la biodiversité, ça représente quelque chose d'anecdotique, hein. On se dit, bah oui, c'est triste de ne plus voir d'oiseaux, de ne plus voir d'insectes, mais on n'a pas conscience finalement des problèmes que ça pose, au-delà de l'aspect bien sûr éthique et patrimonial. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui en prennent conscience aujourd'hui parce que ça atteint quand même des niveaux assez considérables. Mais voilà, moi je le vois même, par exemple, j'ai fait il y a quelques mois une présentation devant les rédactions en chef de France Télévisions, à la suite de collègues climatologues, et j'ai senti au début un petit peu de condescendance, hein, parce que les journalistes environnement, ils sont super, depuis des années, ils traitent ces sujets-là, ils sont très connaisseurs, il n'y a pas grand-chose à leur apprendre. Et puis, par contre, évidemment, en conférence de rédaction, il y a d'autres sujets qui passent souvent devant, hein, parce que l'actualité commande, ou parce qu'elle est plus anthropocentrée que biodiversité-centrée. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, les rédactions ont un tournant. Par exemple, TF1 a fait récemment a agrandi son comité d'experts, moi, dans lequel je me retrouve, aux côtés de glaciologues et de climatologues, parce que finalement, ils se rendent compte effectivement que c'est un sujet qui devient un sujet d'actualité quotidienne et d'importance quotidienne pour chacun d'entre nous. Donc, je pense que la prise de conscience va être plus générale, mais elle reste encore peut-être un petit peu nuancée, hein. Si vous me le permettez, je vais reposer une question dont j'ai compris qu'elle vous agaçait, mais je voudrais aller au bout sur ce point. On fait face à une 6e vague
d'extinction de la biodiversité. Et finalement, c'est un peu la même question qu'on posait aux climatologues il y a quelques années. Est-ce que c'est bien grave? Oui, ça s'est passé 6 fois, peut-être que ça se passera 7. Et est-ce que le sujet qui est aujourd'hui le vôtre est si important que cela, et quelles peuvent être les conséquences, peut-être pour l'humanité d'ailleurs? Oui, alors effectivement, moi j'aime pas le terme sixième crise parce qu'il fait appel à des crises géologiques qui se sont passées il y a longtemps, hein. La biodiversité a fluctué, hein, parce que c'est une sorte de stock, donc vous avez des espèces qui apparaissent spontanément, d'autres qui disparaissent. Donc vous avez une espèce de courbe comme ça, et puis quand vous avez un événement cosmique, voilà, des volcans monstrueux, la chute d'un astéroïde, tout d'un coup, vous avez une crise vraiment globale, planétaire, et là, vous avez des millions d'espèces qui disparaissent. Ça s'est passé 5 fois de manière extraordinaire. La dernière, c'était la crise crétacé-tertiaire. Pas seulement l'astéroïde, hein, il y avait aussi des dispositions continentales qui changeaient, des problèmes climatiques, etc., mais qui étaient entièrement, comment dire, spontanés et naturels, hein. Évidemment pas humains, puisque les humains n'existaient pas. Donc quand on parle de sixième crise, on a l'impression qu'effectivement, le globe terrestre a résisté à tout ça, sauf que les crises d'antan étaient 1000 fois plus lentes, et puis surtout, nous n'étions pas là. Si on avait été là au moment de la crise crétacé-tertiaire, on aurait vécu des temps très difficiles, hein. Nos sociétés humaines auraient probablement disparu en grande partie. Voilà, donc on est dans des situations aujourd'hui qui ne sont pas du tout homologues de ces crises antérieures. Et effectivement, ça laisse à penser que finalement, c'est une crise parmi d'autres. Et puis, on est maître et possesseur de la nature, hein. On fait dire des choses au pauvre Descartes qu'il n'a jamais voulu dire. Et on arrivera à résoudre ça. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui croient naïvement qu'avec la géo-ingénierie, la bio-ingénierie, on va réussir finalement à dominer ces problématiques. Alors, bien entendu qu'il faut faire des recherches au CNRS. On fait beaucoup de recherches en matière de géo-ingénierie, de bio-ingénierie, parce que la connaissance, elle n'est jamais mauvaise. Son utilisation peut l'être, mais plus de connaissances, évidemment, est indispensable. Néanmoins, le danger de ces dispositions particulières, les nouveaux organismes génétiquement modifiés, les NGT ou la géo-ingénierie pour modifier le climat, le danger, c'est que, d'abord, il faut l'utiliser correctement, et le danger surtout, c'est que ça nous amène finalement à être encore moins raisonnable dans nos émissions et dans nos destructions, en se disant que de toute façon, on va compenser, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, dans la sixième extinction, c'est cette invitation finalement à compenser et à résoudre par la technologie, sans penser qu'on doit d'abord maîtriser avant de résoudre. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à peut-être des questions dans la salle. S'il y en a, il y en a. Xavier Imbel. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très effrayante, mais vraiment passionnante. J'avais une question par rapport aux interactions entre le végétal et puis son pollinisateur. Et j'ai cru lire quelque part que certains végétaux commençaient à s'adapter à l'absence de pollinisateurs. Est-ce que c'est exact? Oui, et est-ce qu'il y a d'autres adaptations de ce type-là qu'on observe aujourd'hui? Alors effectivement, il y a une étude qui est faite par l'équipe d'Olivier Cheptou au CNRS à Montpellier, qui a montré en fait avec ce qu'on appelle des expériences en jardin commun, c'est-à-dire qu'on prend des plantes qu'on met dans des situations équivalentes. Alors il a repris des graines qui étaient en dormance depuis 10 ans et les a comparées à des graines qui sont obtenues aujourd'hui, hein, et on voit effectivement qu'il y a un changement génétique avec de l'autocompatibilité plus forte pour la reproduction, c'est-à-dire que les fleurs sont capables de s'auto-polliniser. Alors, le malheur, c'est que, ce faisant, elles risquent d'être moins attractives pour les insectes, parce que de fait, la production de nectar, ça a un coût, hein. Pour une fleur, la seule manière d'attirer un pollinisateur, c'est la corolle, la couleur, la forme, et puis le nectar. Si la fleur est autocompatible, elle n'a pas de raison de produire autant de nectar, et donc finalement, elle va se passer de pollinisateur, et ça va avoir un effet rétroactif négatif sur les pollinisateurs. Alors on pourrait se dire, finalement, tout compte fait, c'est peut-être pas si grave parce que au moins les plantes vont survivre. Le problème, en fait, c'est qu'en s'auto-pollinisant, elles vont devenir consanguines. C'est exactement le même problème, hein, que si vous avez une petite population de mammifères, puis vous les faites se reproduire ensemble pendant des décennies, vous allez avoir à la fin un fardeau génétique terrible et puis des individus qui vont plus être viables. Donc on est dans une situation effectivement qui maintenant a des conséquences mesurables même sur la génétique des plantes, quoi. Donc on est vraiment dans une situation c'est un élément supplémentaire de diagnostic au-delà du déclin des populations d'insectes. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Et merci à nouveau pour votre présentation. J'aimerais revenir là sur la sixième crise.
de la biodiversité. Vous semblez être en mesure de caractériser assez facilement son déclin. J'aimerais savoir, à supposer qu'on arrive effectivement à rétablir cette biodiversité, si on serait capable de la même manière de caractériser son rétablissement, voyez, son amélioration. Et j'ai une deuxième question. J'ai le sentiment que vous, grand spécialiste, mais au sens scientifique du terme, vous n'êtes pas le seul, vous insistez assez régulièrement sur le fait qu'il n'est pas encore trop tard pour la biodiversité, pour le climat, pour toutes ces choses-là. Ça fait quand même une bonne dizaine, si ce n'est pas un peu plus de temps qu'on entend ça. Quand est-ce que vous allez changer de discours ? Alors, d'abord, pour répondre à votre première question, en fait, quand on suit des populations au plan démographique, évidemment, on voit à la fois les déclins et les rebonds, hein. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on suit l'état de la population, donc on est parfaitement capable de regarder la structure d'âge, le sexe ratio, etc., de voir si la population est équilibrée ou pas. On regarde sa structure génétique, on peut regarder le fardeau génétique de manière à voir si finalement le déclin de taille de la population combiné au taux de mutation, ça permet de conserver une viabilité génétique au-delà de certaines générations, etc., etc. Donc ça, le seul problème pour arriver à faire ça, c'est de faire ça sur un nombre suffisant d'espèces, si vous voulez, un échantillon représentatif de l'ensemble de la biodiversité. Alors évidemment, il y a des tas d'espèces qui ne sont pas suivies, il y a un biais, de la même manière qu'on aime plus les girafes et les éléphants que les ragondins ou les drosophiles dans le milieu naturel, tout au moins. Il y a certaines espèces qui sont plus étudiées que d'autres. Néanmoins, si vous voulez, des plateformes comme l'IPBES, qui ont rassemblé plus d'1 millier d'experts depuis 15 ans, en fait, ont analysé les dizaines de milliers de publications qui portent sur ces questions-là. Ils en ont fait une méta-analyse avec les consensus, les dissensus, et elles sont capables de voir effectivement que globalement, il y a des déclins. Typiquement, par exemple, sur les populations d'oiseaux en Europe, il y a une énorme publication de synthèse qui est sortie dans la revue de l'Académie des sciences américaine, qui est une revue très prestigieuse, qui fait le bilan de ce déclin. Alors bien sûr, en Europe, vous avez des oiseaux qui continuent à mieux se porter. Et puis, par contre, vous avez une majorité d'oiseaux qui se portent mal, et pour des raisons qui sont quand même globalement plutôt liées au paysage agricole et aux pesticides, à quelques exceptions près. Par exemple, le moineau disparaît en ville, tout simplement pour des questions de rénovation d'habitat qui lui donnent plus d'endroits où nicher. Vous voyez. Mais globalement, on arrive à mesurer ces déclins. Et effectivement, le déclin, il peut être asymptotique à une droite, ce qui fait que on verra peut-être encore dans quelques décennies quelques individus de telle ou telle espèce. De temps en temps, on vous dit une bonne nouvelle, voilà, il y a un peu plus de rhinocéros blancs à tel endroit, etc. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que voilà, il y en aura malgré tout de moins en moins si on continue sur dans la même trajectoire. Et donc, on est dans une situation qui, effectivement, est inquiétante. Et ça, malheureusement, ça peut être anxiogène d'en parler, mais si on ne le dit pas, on manque un devoir d'information et de partage de connaissances. Alors, sur la manière de communiquer, le danger, c'est qu'il n'y a pas de stratégie simple, manichéenne, pour partager cette information. C'est-à-dire, si on est uniquement anxiogène en disant, si on ne fait rien d'ici 10 ans, c'est la cata la plus totale, on va provoquer la réaction des gros fumeurs. Là, et quelque part, ce sont les gros fumeurs en matière de biodiversité qui sont les plus dangereux. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui sont très impactantes et qui associent cet impact très souvent à leur réussite sociale ou à leurs envies de réussir, qui auront le plus de mal à changer. Et donc, ce sont précisément on rate la cible. Ce sont ces personnes qu'il faudra arriver à convaincre de manière courtoise et consensuelle. Donc, il est important justement d'arriver à pas avoir un discours uniquement catastrophiste. Mais à l'inverse, évidemment, si on a un discours lénifiant dans lequel on va dire que allez, soyez gentils, vous avez encore 10 ans pour faire quelque chose, il est toujours temps de réagir. Le risque, c'est qu'au contraire, on loupe la cible cette fois-ci des gens modérés qui auraient peut-être pu changer si on leur avait fait un peu plus peur. Donc vous voyez, le problème, il est complexe, c'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs niveaux de communication et plusieurs cibles quelque part. On ne s'adresse pas à la population du globe ou même de la France métropolitaine de la même manière. Évidemment, si on parle à un agriculteur, à une profession tertiaire, à un scientifique, il y a vraiment des situations très contrastées. Et évidemment,
c'est délicat d'avoir une stratégie dans ce domaine-là, si ce n'est si on est une puissance publique. En tant qu'individu, moi, je suis contraint finalement d'avoir une espèce de juste milieu entre le discours catastrophiste et puis le discours d'espoir, quoi, en espérant m'adresser à des personnes qui ne sont pas des gros fumeurs de la biodiversité, si je puis dire. Voilà. Oui, il y a une question. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Quand on est très concerné par les sujets environnementaux, ces jours-ci sont un petit peu douloureux, et notamment là, cet après-midi avec l'annonce de l'arrêt du plan Ecophyto, même s'il n'était pas parfait. Est-ce qu'il y a des plans pour former les députés, enfin les personnes en responsabilité politique? Il y a eu quelques éléments là, sur le climat avec Valérie Masson-Delmotte, même si c'était très court, mais il y avait eu quand même quelques éléments. Qu'en est-il sur la biodiversité? Alors effectivement, moi j'avais été appelé par Yael Braun-Pivet aux côtés de Valérie Masson-Delmotte et Céline Guivarch. Donc on a été 3 scientifiques à présenter dans la Galerie des Fêtes devant en théorie les 577 députés et leurs assistants. C'était le jour du premier 49.3, donc on a eu 175 personnes. Donc Valérie a fait 20 minutes de présentation climat, j'ai fait 20 minutes de présentation biodiversité, puis Céline a fait 20 minutes de présentation adaptation, atténuation, ressources. Et après, on a monitoré des tables rondes avec les députés qui étaient là. Alors évidemment, vous imaginez bien que la représentation des différents groupes parlementaires était assez biaisée dans la salle. Il y a des groupes qui sont dans le clivage et le déni le plus total, parce que quelque part, ils estiment que la problématique scientifique du climat et de la biodiversité, pour eux, c'est une problématique militante, politique, alors qu'il n'en est rien. Là, le discours que je vous ai dit ce soir, c'est un discours qui émane des publications scientifiques qui sont validées par les pairs, dont le consensus est évalué par des plateformes constituées d'experts indépendants des gouvernements. Voilà, donc il y a une formation. Moi, je suis intervenu à l'Assemblée nationale plusieurs fois depuis, soit avec l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, soit dans une proposition de loi transpartisane sur l'urgence écologique dans les médias. Si vous voulez, la manière dont les médias rendent compte de l'urgence écologique. Alors ça a beaucoup fait jaser d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de médias qui estiment quelque part que c'est une immixtion insupportable dans la liberté de la presse, quoi, alors qu'en réalité, évidemment, on ne leur dit pas ce qui doit être dit dans les rédactions. On leur dit, voilà, de la même manière que vous ne pouvez pas insulter quelqu'un publiquement, de la même manière que vous ne pouvez pas inciter au vol, à la violence, etc., vous ne pouvez pas dire des choses qui, scientifiquement, sont fausses et avérées comme fausses. De la même manière qu'on ne peut pas exercer la médecine illégalement, on ne devrait pas pouvoir dire que la crise du climat n'existe pas. On met en danger des milliers de personnes, ce faisant, aussi sûrement que si on pratique la médecine de manière illégale, en empêchant des gens de prendre des traitements qui pourraient leur sauver la vie. Voilà, donc on est vraiment dans une situation où effectivement on a un dialogue avec les élus. Moi j'ai dialogué récemment aussi avec la région Grand Est, appelée par son président. Donc il y a des élus au niveau national et au niveau local qui sont extrêmement intéressés par le dialogue avec la science. Et c'est important évidemment dans la vie législative du pays. Néanmoins, on voit bien, si vous voulez, la limite de l'exercice. C'est là encore, en fait, au sein de la société, il y a les citoyens, il y a les collectivités, il y a les entreprises, il y a les institutions publiques, les élus et le gouvernement, et chacun doit jouer son rôle. Et c'est un peu ce que les personnes du GIEC ont essayé d'expliquer depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, c'est un jeu collectif. On est dans la même équipe. Évidemment, quand il y en a un dans l'équipe qui joue mal ou qui sabote le jeu, ça ne donne pas trop envie de continuer à faire des efforts. Parce qu'on a l'impression, quelque part, que ce qu'on fait devient inutile. Néanmoins, il n'y a pas d'autre stratégie dans ces cas-là que d'essayer de continuer à faire des efforts et d'entraîner le maximum de monde dans ces efforts. Donc c'était le but de ces opérations qu'on a fait à l'Assemblée nationale. En amont de cette opération, qui avait convaincu le conseiller de transition écologique de Yael Braun-Pivet, on avait planté des barnums avec une association expertise climat, notamment Ecota Climat, devant l'Assemblée nationale au moment de la prise de fonction des nouveaux députés, et on leur offrait une formation rapide. Et donc ça a pas mal marché. On a eu des dialogues assez intéressants et très sincères. Voilà, moi j'ai eu des dialogues par exemple avec des personnes qui avaient voté la réautorisation des néonicotinoïdes. Et j'ai pu leur expliquer un point de vue scientifique sur la question. Voilà. Et très souvent, on voit que les élus sont de bonne foi. Et évidemment, il y a des activités qui sont importantes dans leur circonscription. Ils essayent de les maintenir. La difficulté, c'est d'arriver à agréger toutes ces informations et puis à arriver à gérer cet emboîtement depuis le global jusqu'au local, quoi. Donc oui, c'est important. Il y a des actions qui sont faites. Mais on sent bien, malgré tout,
Moi, de mon point de vue personnel, et c'est un point de vue très personnel, c'est pas à l'Assemblée nationale que je ressens le plus d'empathie pour ces problématiques. Mais encore une fois, il y a une grande disparité entre les groupes parlementaires. Merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions qui nous parviennent du public à distance. Elles sont toutes centrées autour de l'actualité du moment, de la crise agricole, des décisions du jour. Bien évidemment, vous avez un avis assez tranché sur cette question. Et je vous propose là que pendant les dernières minutes de l'intervention, on passe un petit peu de temps sur ce sujet-là, sur ce que vous pensez de la crise et ce que vous pensez de la réponse qui a été apportée par le gouvernement aujourd'hui. Alors effectivement, c'est une situation dramatique d'abord pour les agriculteurs et notamment les petites entreprises agricoles dans lesquelles, qui sont piégées dans un système dans lequel ils se débattent depuis pas mal d'années avec des prix d'achat de leur production qui sont trop bas, avec des difficultés matérielles liées aussi aux aléas climatiques, des difficultés réglementaires parce que au-delà du fait que certaines normes sont absolument nécessaires, la manière de les appliquer un peu posé problème. Il y a aussi la difficulté du travail, parce que simplement au plan matériel, c'est un travail dur, dans lequel on doit toujours être présent, donc c'est quelque chose qui est difficile à envisager. Même les personnes qui sont dans des travaux de responsabilité, tout ça, n'imaginent pas que pendant une semaine, elles ne puissent pas décrocher quelque part. Là, un agriculteur ne peut pas vraiment la plupart du temps. Donc c'est des situations difficiles. Malheureusement, moi, de mon point de vue, la représentation syndicale majoritaire ne leur rend pas justice. Le problème vient aussi du fait que depuis pas mal d'années, il n'y a pas de subvention incitative pour un certain nombre de productions qui seraient vraiment utiles. Aujourd'hui, la France est à 60% d'autonomie vivrière uniquement. Alors bien sûr, il y a des produits qu'on ne va jamais produire en France de manière majoritaire, le riz ou certains légumes exotiques ou fruits exotiques, bien évidemment. Mais à contrario, il y a beaucoup de choses qu'on ne produit plus en France, tout simplement parce qu'il n'y a pas de politique incitative pour produire en circuit court local et dans de bonnes conditions. Il n'y a plus de subventions raisonnables pour le bio depuis des années. Voilà, donc on est vraiment dans une situation où on n'incite pas suffisamment et puis on fait des cadeaux considérables à la céréaliculture industrielle. Et là, on loupe le coche parce qu'une partie de cette production pourrait d'abord être faite avec moins d'intrants. Ça serait encore plus rentable pour la biodiversité notamment, et tout aussi rentable au plan économique. Les études scientifiques dont je parlais tout à l'heure l'ont montré. Et puis cette céréaliculture industrielle, en fait, elle conserve une bonne part de son intérêt économique par la spéculation sur les marchés internationaux. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, le prix du blé a explosé. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez de blé, c'est simplement parce qu'il y a une guerre et donc ça provoque une spéculation. Voilà. Donc en fait, on produit largement assez de blé au niveau du monde. Mais ce n'est pas du blé non panifiable, de mauvaise qualité, etc., qu'il faudrait produire. C'est quelque chose qui soit réellement utile. De la même manière, la production de betteraves ou de colza pour les biocarburants, ça doit être une transition. On en a besoin aujourd'hui, mais en toute logique, avec un plan de changement énergétique, de transition énergétique, on devrait pouvoir s'en libérer un peu dans les années à venir. Donc tout ceci devrait être géré. Et là, moi, j'ai peur que la grogne que l'on voit, que l'on peut comprendre, finalement, elle ne soit pas, elle ne résulte pas dans un changement significatif sur le moyen terme ou le long terme qui profite en co-bénéfice aux petits agriculteurs, aux citoyens et puis aux collectivités. Voilà. La PAC, vous le savez, est très critiquée depuis très longtemps parce qu'elle est proportionnelle à la taille des entreprises. Son versement était conditionné à des normes environnementales qui étaient raisonnables. 4% de jachères sur une entreprise de plusieurs dizaines ou centaines d'hectares. Les jachères, ça peut être des haies, ça peut être des mares, ça peut être des bandes enherbées, etc. Ça profite aux cultures. Mais évidemment, si on cultive mal avec énormément d'intrants, on a intérêt à raser les bords de route au maximum. Moi, je vois ça dans la Beauce, j'ai une maison pas loin. Il y a des arbres qui tombent au bord des routes tellement les agriculteurs vont raser les derniers centimètres au bord de la parcelle pour pouvoir cultiver plus.
mais c'est une erreur, c'est un bien immédiat en termes de bénéfices, mais c'est une erreur à moyen terme ou long terme. Donc on est vraiment dans une situation aujourd'hui qui n'est plus durable, on le voit, parce que les annonces qui sont faites ne vont pas aider les petits agriculteurs qui souffrent à aller mieux, hein, ne vont pas aider l'environnement, ne vont pas aider les consommateurs. Voilà, quelques aléas climatiques l'été prochain, vous allez voir le prix des fruits et légumes en France, notamment parce qu'ils viennent beaucoup d'Espagne, où les aléas climatiques sont encore plus cruciaux. Hein. Donc on est dans une situation qui ne va pas en s'améliorant, alors qu'il y a des solutions. Encore une fois, on peut fort bien inciter, subventionner l'agriculture locale de saison. Et aujourd'hui, il y a justement un certain nombre d'agriculteurs qui se désyndicalisent de la FNSEA, qui ont des pratiques innovantes, qui ne sont pas l'agriculture de précision édictée par le ministère de tutelle, qui ont des pratiques innovantes avec des circuits de distribution courts qu'ils maîtrisent et des pratiques agroécologiques et qui leur permettent d'avoir un meilleur train de vie. Voilà, donc c'est cette agriculture-là qu'il faut à tout prix favoriser. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Et j'espère que la pause annoncée dans le plan Ecophyto, c'est une pause toute temporaire, mais j'ai guère d'espoir. Hein. Le plan Ecophyto, c'était quand même 70 millions d'euros pendant un certain temps pour aider à une transition. Ça n'a pas été efficace. Le deuxième plan a été incorporé dans la stratégie nationale pour la biodiversité, qui découle directement des accords que Christophe Béchu a négociés bec et ongles. Moi, je l'ai vu à Montréal. Je peux vous dire qu'il a fait un travail extraordinaire à Montréal, mais la SNB n'est pas contraignante et en plus aujourd'hui on l'abandonne. Alors, en plus, ce qui est assez paradoxal, moi j'ai un collègue juriste qui a remarqué que le plan Ecophyto, en fait, il est contraignant juridiquement du fait d'une décision du tribunal administratif sur l'inaction du gouvernement français. Donc le fait de faire une pause, en plus, c'est ne pas respecter la décision d'un TA. Voilà, donc les juristes apprécieront. Hein. Voilà, c'est un peu comme si vous décidiez de ne pas payer vos impôts en disant bah, j'en ai marre, hein, j'arrête, advienne que pourra. Voilà. Et c'est de la désobéissance civile, sauf que là, elle est le fait du gouvernement. Voilà. Donc, et les conséquences sont importantes. Aujourd'hui, on ferme 1000 captages d'eau potable par an en France pour des questions de résidus de pesticides ou de substances de dégradation de pesticides. Voilà, donc ce n'est pas du goût des agences des eaux, hein, ce genre de situation, parce qu'elles, ça leur complique la tâche, et nous, ça nous complique la vie. L'abus de pesticides, c'est d'abord un danger pour les agriculteurs, parce qu'ils sont frappés par des maladies dégénératives aujourd'hui qui peuvent déclarer comme maladies professionnelles sans aucun problème. Alors il y a des grandes discussions complètement absurdes sur le taux de malades chez les agriculteurs, parce que la réalité statistique est difficile à apprécier, parce que quand vous êtes agriculteur, vous avez une vie relativement saine, hein, vous faites de l'exercice physique, ô combien, vous êtes dans la nature tout le temps, mais en même temps, vous êtes confronté à des pesticides quand vous les utilisez. Et donc l'un, malheureusement, compense l'autre. Hein, et donc quand vous regardez le taux de maladies dégénératives chez les agriculteurs, si vous regardez juste des pourcentages, c'est pas mirobolant, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont en train de s'empoisonner. Par contre, si vous regardez par rapport à une population comparable, là vous apercevez qu'il y a un vrai problème. Hein. Et puis en plus, quand vous regardez réellement de quelles maladies il s'agit et quelles sont les causes potentielles de ces maladies, là vous vous rendez compte qu'il y a un vrai problème. Donc ça profite déjà vraiment pas aux agriculteurs, qui sont vraiment en danger de mort. Hein. Il y a des études récentes qui ont montré aussi que, par exemple, les habits de protection sont totalement inefficaces. Donc, quand vous les voyez en combinaison de cosmonautes, ça ne marche pas. Voilà. Et puis, ça ne profite pas aux nappes phréatiques, ça ne profite pas à la biodiversité. Finalement, ça profite à personne sur le moyen terme ou le long terme. Voilà. Donc, c'est un vrai problème. Et ce plan Ecophyto... il faudrait en fait le booster et au contraire le présenter comme une innovation au service de l'agriculture, voilà, et pas effectivement comme une contrainte. C'est l'histoire du gros fumeur, encore une fois. Hein, si on présente ça comme une contrainte, une interdiction de travailler sans problème, évidemment ça ne fait pas envie. Si on présente ça comme un enjeu et comme quelque chose qui est accompagné d'incitations, de subventions, voilà, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, de paiement, de services aux agriculteurs qui maintiennent un patrimoine des haies, des zones humides, etc. Là, on peut aller vers une situation qui va s'améliorer, mais ce n'est pas ce qui se passe ces derniers jours. Là. Merci beaucoup pour la clarté du propos. Peut-être une dernière question qui est rituelle. Vous avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce qu'il y a des raisons d'espérer ?
Alors oui, il y a 2 raisons. La puissance de la biodiversité, déjà, vous l'avez vu, hein, le moustique tigre nous embête, le sanglier nous embête, mais d'un autre côté, quand on remet en eau une zone humide, bah, toutes les espèces reviennent d'elles-mêmes, elles se dispersent, elles se reproduisent. Donc ça, c'est quand même génial. Hein, Donc ça, c'est une raison d'espérer. C'est aussi la raison pour laquelle on peut dire qu'il est encore temps, même si c'est ambigu, je vous l'accorde. Et la deuxième raison, c'est que la biodiversité, c'est agréable. Voilà. Manger un plat de légumes de saison, voir un beau paysage, être sous un arbre en été qui évapore 300 litres d'eau par jour et qui est un climatiseur à ciel ouvert qui ne vous coûte rien, c'est génial. Voilà. Ça, c'est agréable. Donc, ce sont, je pense, 2 bonnes raisons d'espérer. Il y a une sensibilité vis-à-vis de la diversité du vivant, voilà, qui, malgré tout, nous permet de penser qu'on peut y arriver. Philippe Grandcola, merci beaucoup. Alors ici à Paris, on a de la chance parce qu'on va pouvoir poursuivre les échanges autour d'un verre avec sobriété. Et puis, pour ceux qui nous regardent à distance, vous avez un don d'ubiquité parce que ceux qui nous regardent à distance peuvent allumer leur téléviseur et vous voir, je crois, intervenir au JT de France 2. Donc, ils vont pouvoir là aussi continuer à vous entendre. Merci encore et à très bientôt. Merci.